Intertexte, Émilie Noteris. un podcast animé par Arthur Segar. Comme à chaque fois dans ce podcast, on va parler ensemble de 7 textes différents. Donc le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, le texte dans lequel tu aimerais vivre, et on finit par une carte blanche. Et donc avant ça, comme à chaque épisode, j'ai mon petit jeu de cartes avec des petits textes, des petites phrases, des petites citations. Donc si tu veux mélanger un petit peu et en prendre une et voir ce que ça t'inspire, si ça t'inspire quelque chose. Alors... Je rigole parce que j'ai déjà le nom. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière jamais. Francis Cabrel, La robe et l'échelle. Bon, on va dire que Francis Cabrel, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Après, on va essayer de se concentrer sur les mots et de faire comme s'ils venaient d'ailleurs. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière jamais. Oui. Ça m'inspire pas énormément de choses. Après, je peux juste divaguer complètement et peut-être parler à côté de la plaque, à côté de Francis Cabrel. Mais j'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser. Les mouvements comme ça de translation latérale, c'est quelque chose que je connais assez bien. Souvent, quand j'ai l'intention de me détendre, par exemple, et que j'ai envie de prendre un livre qui n'aura rien à voir avec ce sur quoi je travaille actuellement, je l'attrape et finalement c'est immédiatement la chose la plus utile. Donc en fait je crois qu'il n'y a pas de côté qui compte ou qui fonctionne. Enfin cette idée comme ça de faire quelque chose qui serait décalé, qui n'aurait rien à voir, trouver d'autres choses à faire qui n'auraient rien à voir avec les choses auxquelles on travaille, en fait c'est faux. Parce qu'on ne le fait jamais et le cerveau ne fait que reconnecter et relier des points entre eux, donc... Je pense que c'est une des choses auxquelles on échoue sans cesse. On fait jamais d'autre chose, on fait toujours la même chose d'une certaine façon. Oui, je crois, ouais. Et Francis Cabrel, c'est pas ta tasse de thé ? Non, pas spécialement. C'est quoi plutôt ta tasse de thé ? Oh, j'en sais rien. J'écoute plein de choses différentes musicalement, mais... Voilà, par exemple, si on veut rester sur des chanteurs ou chanteuses à voix plutôt d'une époque un peu plus ancienne qui font écho avec des écoutes de l'enfance, moi je sais qu'il y avait Marie Laforêt qui me plaisait beaucoup et que même s'il y a des petits côtés un petit peu cucu dans les chansons, c'est quelque chose que je peux réécouter après quelques petites soirées arrosées éventuelles ou voir chanter dessus. Mais Francis Cabrel, on ne me prendra jamais à chanter dessus. Et laquelle de Marie Laforêt ? Après, on passe aux choses sérieuses. Mais... Alors, il y en a une qui s'appelle Viens, je crois, que j'aime beaucoup. Après, il y en a plein comme ça, mais il me semble qu'il y avait même une sorte de perversité avec ma mère quand j'étais petite, parce que je crois qu'elle avait écrit une chanson qui s'appelle Cadeau, qui est un truc sur la maternité, pour t'avoir enfanté pendant 9 mois, cadeau, pour avoir fait ça, cadeau, enfin, cette espèce de comptabilité de tout ce que la mère aura fait pour l'enfant. Et moi, j'ai été une mère assez difficile, avec qui j'ai des rapports... conflictuels. Donc tout ce truc de cadeaux et de dépenses que le parent aurait fait, qu'il faudrait récompenser après coup, c'était quelque chose d'assez pervers et de détestable. Donc je crois que Marie Laforêt au début ça m'énervait parce que ma mère le mettait souvent pour bien alourdir le truc. Et puis quand je l'ai réécouté, j'ai découvert il y avait d'autres chansons qu'elle avait faites qui me plaisaient davantage. Donc ce rapport-là m'intéresse en tout cas. Super. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'elle avait fait une super reprise aussi de I Want You de Bob Dylan. Elle est un peu confidentielle, mais elle est pas mal du tout. À chercher sur YouTube, ça. C'est ça. Alors, on peut commencer. Quel est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? Ouais, alors avant de commencer, j'ai juste déjà te dire que je me suis effectivement pliée à ce truc des catégories, mais en accord avec moi-même et avec mon travail, le même livre peut répondre à un paquet de catégories, et parfois j'ai même des duos de livres, parce que j'aime bien associer des choses entre elles, donc parfois ça va un petit peu déborder. Okay. C'est l'idée qu'on fait jamais d'autre chose, on fait toujours la même chose finalement, donc c'est un peu ce qu'on va appliquer. Ils sont parce que comme je les ai mis sur la table à côté de moi, enfin pour la plupart, parce qu'il y en a qui sont pas là, je les attrape, parce qu'il y en a 2. J'avais d'abord noté en fait Memorial Drive de Natasha Trethewey, que j'ai lu il y a pas très longtemps.
Et il m'a fait penser à un autre livre que j'aime beaucoup aussi, qui est Autobiographie de ma mère de Jamaica Kincaid. Enfin, ils sont tous les deux publiés chez l'Olivier en français, donc c'est une petite connexion comme ça, de couverture. Le Natasha Trethewey, il m'a vraiment énormément touchée, de par sa poésie, sa puissance et sa violence aussi face au réel. C'est une histoire de maternité contrariée, enfin de lien entre une mère et sa fille, où sa mère va être tuée. Elle fait... c'est un féminicide, en fait. Son beau-père a tué sa mère et sa mère disparaît de sa vie. Donc c'est aussi comment elle se construit et comment elle revient sur cette expérience. Elle mène une enquête après coup pour découvrir et faire ressurgir la personne de sa mère et les implications que ça a pu avoir dans sa vie. Donc déjà, le sujet est très très fort. Moi, ça fait écho avec un livre que j'ai écrit il y a quelques années, enfin une année, je crois, qui s'appelle Alma Materio, qui était une enquête sur les généalogies de femmes. Alors parfois il y avait des couples mère-fille aussi qui étaient dedans, mais c'était aussi non biologique parce que c'était une maternité queer. Et ces histoires-là, enfin Memorial Drive, je l'avais pas lu effectivement quand j'ai terminé le livre parce qu'il était pas paru. Et c'est un des livres qui aurait pu être dedans et qui continue à infuser, à me tresser des liens. Donc cette lecture, je l'ai trouvée très forte. J'ai noté une petite citation en vue de cet entretien que j'avais trouvé super belle d'elle, mais c'est une citation qui provient d'une interview. Donc elle disait « J'ai le sentiment d'occuper deux positions à la fois. Une moitié de mon cerveau est dédiée à la pensée magique. Elle essaie d'établir des connexions et de détecter des motifs, de produire du sens. Et j'ai l'autre moitié rationnelle de mon cerveau qui m'aide à ne pas croire à ce genre de choses. Il reste qu'en tant qu'être humain, nous sommes essentiellement des créatures en quête de signification. Et regardant en arrière, il est aisé de voir se dessiner des liens, de reconnaître des signes, de la même façon que les anciens, qui ont observé autrefois les cieux et y ont vu des étoiles, ont décidé de les raccorder pour créer des constellations qui ont chacune une histoire. » Et cette idée de constellation, là, comme je te disais, justement, moi, c'est quelque chose qui est très fort en termes d'imaginaire, cette capacité à rassembler les choses de manière subjective, à raconter de nouvelles histoires, à former d'autres généalogies. Et je trouve que voilà, cette citation de Natasha Trethewey, elle est très très forte, à la fois dans ce que ça signifie dans l'acte de lecture et qu'est-ce qu'on fabrique quand on se fabrique une bibliographie, une bibliothèque. Voilà, quels sont les liens qui sont tracés entre les autrices et les auteurs qu'on lit successivement, ensemble, séparément. Voilà. Donc ça, je trouvais ça très très beau. Et puis la pensée magique aussi, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Ça fait penser aussi au bouquin de John Didion, L'année de la pensée magique, qui est aussi sur une perte assez violente, enfin sur la perte de son mari. Et voilà, donc comment on peut réécrire, continuer à avancer après une perte aussi lourde que celle d'une mère ou d'un partenaire ou d'une partenaire, et comment l'écriture peut réparer quelque chose, enfin pas réparer dans le sens qu'on viendrait annuler l'accident et l'horreur qui s'est produite, mais comment on avance avec et autrement, et que les morts continuent et les mortes continuent à habiter le présent, non pas sous forme de zombies, mais sous forme de fantômes ou d'accompagnateurs et accompagnatrices. Donc voilà, ça c'est aussi à la fois cet écho générationnel, comme je disais, de lecture ou de vie, comment les choses se mêlent comme ça pour former des nouvelles constellations. Et donc c'est dans ton travail qu'il y avait ce rapport de cette réflexion sur la filiation textuelle notamment. Et ok, très bien. Je sais pas comment rebondir. Non, mais je peux t'aider et puis partir à partir de ça. Ouais, enfin, ce trajet, comme elle parle de constellation, comment on réunit des étoiles et qu'on forme de nouvelles figures, c'est vrai qu'il y a un mélange que j'aime bien dans la lecture d'incertitude et en même temps d'intuition. Enfin, l'intuition, pour moi, c'est pas quelque chose qui est hors de la théorie ou de la pratique. L'intuition, c'est déjà du travail en soi, c'est tout le travail fourni qui permet de donner des indices et de permettre de se guider d'avance dans des textes qu'on n'a pas encore lus. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous amène à tout d'un coup nous pencher vers un objet. Par exemple, ce livre Memorial Drive, je l'avais repéré, je l'avais vu passer, enfin il y a des articles et des choses, enfin tu vois sur les réseaux sociaux que les gens l'achètent, qu'il se passe des choses. Et c'était resté dans un coin de ma tête et je me suis dit c'est typiquement le genre de livre où je vais être hyper contente de le lire. Et quand je l'ai attrapé, toutes les choses se sont révélées et c'était évident que c'était le bon choix de lecture.
Ça m'a fait ça aussi avec... j'ai acheté le même jour Dans ma maison rêvée de Maria Machado. Et c'était les 2 livres comme ça que j'avais repérés dans la rentrée littéraire où je me dis ça, c'est exactement pour moi. Et c'était effectivement le cas. Mais je pense que quand on lit depuis longtemps, qu'on traverse des écritures et des voies différentes, on sait déjà, il y a des voies qui nous appellent avant même qu'on les ait appréhendées en fait. Donc, c'est une forme de pensée magique qui permet de trouver le bon texte au bon moment. Bah ouais, pour moi la pensée magique c'est un mode d'appréhension et de mobilisation des affects positifs, c'est-à-dire vers quoi on est appelé et quelle lecture du monde en fait on veut faire, parce que c'est à nous de choisir aussi quel monde on se construit. Et c'est pour ça magique pour moi c'est ça aussi, c'est jouer à se surprendre en bien en fait. Et du coup, tu avais un deuxième livre dans cette catégorie ? Bah, il y avait l'autobiographie de ma mère de Jamaica Kincaid, mais elle, c'est autre chose parce que elle n'a pas connu sa mère puisqu'elle est morte à sa naissance, et c'est comment elle s'est construite sans cette figure de mère. Et c'est aussi une enquête pour retravailler cette absence. Et je crois que j'avais noté aussi une petite phrase d'elle. Enfin, il y a 2 petites phrases. Enfin, il y en a une qui est extraite du livre. C'est « Ma mère est morte au moment où je suis née. Aussi toute ma vie, n'y a-t-il jamais rien eu entre moi et l'éternité. Dans mon dos soufflait toujours un vent lugubre et noir. Je ne pouvais pas savoir au début que ce serait comme ça. » Donc ça, c'est sur cette question de la hantise, justement, de l'absence de la mère. Bon, ça fait penser aussi à beaucoup de textes que j'ai balayés pour mes recherches, comme Lose Your Mother de Sadie Hartman, etc. Comment, chez les autrices afro-américaines, justement, comment cette absence d'histoire, ça peut être une figuration. C'est-à-dire, c'est pas forcément la mère en tant que telle biologique, c'est aussi comment tout un passé a été arraché, falsifié, invisibilisé, étouffé, et comment on se construit à partir de ça, comment on réinvente son histoire. Donc le rapport aux archives, il est forcément beaucoup plus complexe quand on part de ce principe-là. Voilà, donc partir à la recherche de sa mère, c'est partir à la recherche potentiellement de sa grand-mère, d'un grand nombre d'ancêtres et d'autres figures qui ont été étouffées ou qui sont supposément sans valeur. Donc voilà, cette enquête-là de Jamaica Kincaid, elle est vraiment très forte à cet endroit, sans compter qu'en plus sa langue, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a complètement chaviré, en fait. Je trouve que c'est une des plus grandes autrices. Pour moi, c'est comme Virginia Woolf, c'est le même genre de figure. C'est vraiment une écriture qui emporte et qui ressasse, justement, comme elle ressasse des choses avec le passé. Elle a une manière aussi de fabriquer des refrains, de revenir avec des mots, de nous entraîner dans une sorte de tourbillon comme ça, incessant. Donc c'est une grande puissance d'écriture. Et donc toi, ton propre travail que tu mentionnais tout à l'heure, c'est aussi cette quête de filiation et peut-être d'une forme de maternité qui dépasse la filiation biologique ? Le livre que j'ai écrit, Alma Materio, en fait, c'est un ouvrage... j'ai eu une bourse en critique d'art, en fait, pour le faire, sachant que je ne suis pas forcément critique d'art, mais je le deviens. Il y a tout un ensemble de dispositifs comme ça que je mets en place. Donc, je suis traductrice, critique d'art, etc. Sauf que j'ai aucune formation pour tout ça. Donc, ce sont des choses qui sont décidées et fabriquées. Mais donc, c'était une manière aussi de me réconcilier par rapport à mes études d'art, parce que j'ai fait de très longues études. Je pourrais faire une sorte de guide Michelin des écoles d'art, parce que je les ai un peu toutes faites. Enfin, parisiennes, je précise. C'est pas tout. Et donc, c'était un ouvrage qui s'intéressait beaucoup à l'histoire de l'art. Parce que dans mon parcours, quand j'ai fait les arts décoratifs de Paris, j'ai été diplômée en 2005, si je ne me trompe pas, et je n'ai pas rencontré, au niveau théorique, personne de fulgurant, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accompagnement, on m'a ouvert à rien. Et j'ai découvert après l'école un certain nombre de choses. Enfin, pas toute seule, c'est pas vrai, parce que par des rencontres et par des amitiés, et puis par des intuitions de recherche, comme on disait tout à l'heure. Mais l'histoire de l'art féministe, il n'en était pas question non plus. Donc j'ai écrit en quelque sorte le livre que j'aurais bien aimé qu'on me donne quand j'étais étudiante. C'est-à-dire une histoire... c'est délibérément entre femmes, même s'il y a des figures transgenres à l'intérieur. C'est pas les femmes au sens biologique du terme. Mais je ne l'ai pas forcément beaucoup développé dans ce livre-là, mais c'est ouvert comme potentiel aussi, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé sur les femmes noires, et ça m'a demandé de décaler mon regard par rapport à tout ce que j'ai appris. Donc c'est déjà un long travail, donc on ne peut pas faire semblant de rattraper tout comme ça. Donc c'est un processus en cours, et puis qui s'arrêtera quand je serai morte. Hein.
Mais oui, c'est voilà, réécrire comme ça, c'est généalogie, comme si voilà, on regarde les grandes étoiles de l'histoire de l'art et auxquelles on se réfère. Moi, on m'a donné que des noms d'hommes. Moi, je sais quand j'étais étudiante, j'avais demandé à une prof historienne de l'art, je lui avais dit quelle lecture vous pouvez me conseiller pour l'été, voilà, qui selon mon travail, vous pensez que ça pourrait être judicieux, etc. Elle m'a dit Carl André. Donc aujourd'hui, enfin plusieurs années après, parce que sur le coup, j'ai juste été déçue, et puis je me suis dit bof, et puis en fait j'ai pas lu. Mais rétrospectivement, quand on est féministe et puis qu'on connaît l'histoire de violence féminicide qui entoure la vie de Karl André, et le fait qu'il se soit débarrassé de Anna Mendieta, je pense que c'est le plus mauvais conseil de lecture qu'on puisse donner à une jeune femme qui travaille sur des questions plutôt liées au corps. Parce que moi c'était ça, c'était pas féministe, je fabriquais des choses qui étaient liées au corps et j'avais pas vraiment d'explication et on m'a pas aidé à en développer. Donc voilà, j'ai voulu écrire cette part manquante que je n'ai pas eue, donc à travers un ensemble de lectures, de correspondances, à travers les époques, de relations réelles et puis de relations fantasmées que moi j'invente entre des autrices ou des artistes, où je vois des points communs ou des choses que mon cerveau, en tout cas, connecte. Voilà. Dessiner des constellations. Exactement. Constellation, c'est un mot qui est présent dans l'introduction du livre d'ailleurs. Donc, Quel est pour toi le texte qui parle le mieux d'amour ? Ouais, alors ça c'est une petite vacherie dedans. Ouais. Mais non, enfin, oui et non. J'ai retenu un livre que j'ai découvert il y a très peu de temps, que j'avais en e-pub en anglais, mais que j'avais plutôt feuilleté rapidement, et puis qui vient de sortir en français, qui s'appelle La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour, de Bell Hooks. Et je l'ai lu il y a 2 semaines en fait, hein, donc c'est tout frais. Je l'ai lu parce que j'étais en train d'écrire une sorte d'article pour un livre en cours qui s'appelle Pour un regard féministe, qui est plutôt dédié au cinéma. Et je faisais la lecture du film de Jane Campion, The Power of the Dog, et qui est un film pour moi féministe sans femme, sur la masculinité. Et j'ai décidé de lire le film en même temps que je lisais le livre de Bell Hooks. Donc c'était un livre à accompagnement d'écriture, mais qui est pour moi un grand livre très fort et qui est quelque chose qu'on peut tout à fait poser en regard et en contre-regard face à des ouvrages beaucoup plus mainstream féministes qui sont publiés, qui se disent féministes, qui sont publiés en France et qui sont pour moi très problématiques, comme le dernier livre de Mona Chollet qui s'appelle Réinventer l'amour, voilà, qui pour moi n'est pas un livre d'amour, qui est un livre d'amour à la bourgeoisie éventuellement. Mais Bell Hooks, elle prend en compte justement le caractère systémique, que ce soit du racisme ou du sexisme, et c'est pas un livre truc et astuce pour bien gérer son couple malgré la situation globale, qui ne marche pas, parce que on peut avoir des petites attitudes qui bougent, mais si la société ne change pas, il va rien se passer. Bell Hooks, elle explique qu'elle s'est retrouvée un petit peu choquée d'une certaine manière de constater que dans les écrits féministes, il n'y avait pas de prise en compte de la masculinité. Parce que comme elle l'explique, elle continue à avoir des relations avec des hommes, donc elle était considérée comme traîtresse d'une certaine manière au féminisme. Et elle trouvait que cette violence comme ça, de toujours rejeter la faute sur les hommes, même si c'était le cas, et elle ne nie pas parce qu'elle décrit en même temps les violences, et elle les inscrit dans des schémas répétitifs de reproduction capitaliste, donc ça c'est très précis pour elle n'est pas du tout en train de nier ça, mais elle se pose la question de savoir si cette stigmatisation et cette violence en retour ne bloquent pas finalement toute possibilité d'émancipation. Donc elle explique qu'il faut accompagner les hommes en fait, pour qu'ils aient l'envie de changer, mais qu'après c'est un travail qu'ils vont devoir faire eux-mêmes tout seuls, qu'il ne s'agit pas de prendre par la main, mais il ne faut pas abandonner les hommes, et puis elle dit qu'il faut justement réfléchir à la fabrique de la masculinité, de savoir comment ça opère, quelles sont les violences que les hommes subissent, parce qu'elle dit que les hommes souffrent aussi énormément, et que si on fait comme si on les voyait pas, finalement le problème ne va pas se résoudre, et donc il y a un échec du féminisme comme ça à avancer. Donc je trouve que ça, c'est un grand livre d'amour, justement. D'amour pas dédié à une personne, mais global. Et c'est la grande puissance de Bell Hooks, c'est que toute sa vie, elle s'est battue pour défendre des affects positifs, des manières d'être qui puissent vraiment changer le monde, et qui sont des positions qui sont rarement prises en compte parce qu'elles sont considérées comme naïves. Et que c'est toujours disqualifié, c'est-à-dire dès qu'on mobilise des affects positifs, on est un peu optimiste, stupide. Donc cette position-là, qui est une position révolutionnaire, moi je trouve,
C'est celle-là qu'il faut activer aujourd'hui. Donc c'est le livre qu'il faudrait potentiellement offrir à tout le monde sous le sapin, quoi. C'est aussi un livre à offrir. C'est aussi un livre à offrir, c'est aussi, je sais plus quelles sont les catégories, c'est aussi un texte très beau, ça provoque la réflexion, j'aurais bien voulu l'avoir écrit, je pourrais vivre dedans. Enfin, on vit déjà dedans, remarque. Hein, mais, bon. mais du coup, en attendant la destruction de ces structures de domination, est-ce que c'est possible d'aimer dans une structure patriarcale ? Bah, c'est possible d'aimer sans s'aveugler, c'est-à-dire de faire en sorte que cette oppression et ce système ne soient pas invisibilisés dans la relation et aussi voilà, que ce soit un point de vue critique à partir duquel on entrevoit les choses et dont on parle. Voilà. Oui, pas le laisser en angle mort voilà. de la relation, quoi. Ouais, prendre ça en compte. Enfin, ne pas effacer et remettre en jeu une invisibilisation et une oppression en ne voulant pas regarder. Que Bell Hooks, c'est ce qu'elle dit. Elle dit elle parle de masculinité patriarcale et de masculinité féministe. Pareil, de féminité patriarcale, parce que les femmes aussi reproduisent la domination patriarcale. Enfin, voilà, c'est aussi cet élément-là qui est très intéressant, parce que moi, je vois il y a certaines personnes en France qui disent, par exemple, moi, je critiquerai jamais une femme. C'est-à-dire, c'est une forme comme ça de protection biologique où toutes les femmes, de toute façon, elles sont déjà oppressées, donc il ne s'agit pas de venir les critiquer. Moi, je ne suis pas tellement d'accord, parce que justement, quand il y a ces questions de féminité patriarcale, c'est pas tous les hommes contre toutes les femmes, c'est le sexisme, le racisme aussi, évidemment, qui sont en jeu. Donc, voilà, on a le droit de surveiller, de critiquer de tous côtés ce qui se produit et d'essayer de fabriquer un autre monde. Un texte qui provoque la réflexion. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Parce que ça peut être tellement de choses, hein, donc c'est à un moment donné, sinon, qu'est-ce que j'ai pensé dans la pile et... J'en ai mis 2, en fait. Okay. J'aime bien aussi qu'il y ait théorie et fiction qui soient au même niveau. Ouais, qu'il y ait pas qu'on n'ait pas à choisir d'un côté l'un ou l'autre. Donc j'avais choisi 2 livres, Les Abysses de Rivers Solomon et Undrowned, Black Feminist Lessons from Marine Mammals de Alexis Pauline Gumbs. Provoque la réflexion, il provoque la réflexion déjà en relation l'un avec l'autre, enfin avec plein d'autres livres, hein, parce qu'ils ne sont pas les seuls à aborder ces thématiques. Mais Les Abysses, c'est un ouvrage qui part d'un groupe de musique qui s'appelle Drexia, de Détroit, qui a inventé un monde sous-marin qui serait peuplé en fait des femmes enceintes qui ont été jetées des bateaux négriers parce qu'elles empêchaient la bonne conduite, le bon déroulement du trajet. Et voilà, c'était comme des poids qu'on balançait à l'eau et elles étaient enceintes. Donc elles mouraient. Et ils sont partis de cette idée que ces bébés nés dans l'eau savaient déjà respirer dans le ventre de la mer dans un milieu amniotique et finalement ont continué à vivre sous l'eau et ont développé toute une population comme ça. Donc c'est une forme de réparation science-fictionnelle de l'histoire de l'esclavage pour aller très vite. Et Undrowned, ça prend la forme d'un espèce de guide de développement personnel entre poésie, développement personnel et théorie. Et c'est un ouvrage qui donne des leçons pour respirer mieux, plus fortement. Et en fait, c'est une enquête pour savoir quelles sont les leçons qu'on peut tirer dans le féminisme noir des modes de vie des mammifères marins. Voilà, ces 2 ouvrages entrent assez fortement en écho. Et puis comme je parlais de Sadie Hartman aussi tout à l'heure, c'est cette manière comme ça de garder le passé comme matière vivante et de pouvoir le réécrire et se dire que cette réécriture du passé a un impact direct sur le présent et sur le futur. Je trouve que c'est un rapport à l'histoire beaucoup plus sain que ces motifs figés qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, on voit très bien quels dessins ils peuvent servir et comment ils sont manipulés. Mais regarder une agentivité face aux archives, c'est aussi 2 gestes comme ça, de décalage et de positionnement du regard qui sont des modèles d'écriture et qui, effectivement, moi, me donnent beaucoup de souffle pour développer mes propres projets. Donc, c'est un exemple assez fort. J'ai donné ces 2 livres en atelier d'écriture. J'ai donné un atelier à Rennes au mois d'octobre. J'ai fait travailler sur la science-fiction et sur
des nouvelles possibilités d'envisager l'histoire, et ça faisait partie du corpus, donc on a lu ensemble aussi beaucoup de morceaux de ces deux textes. Donc voilà, moi je trouve que c'est effectivement un très bon point de départ pour quiconque a envie de se poser des nouvelles questions, lire l'un après l'autre, les deux ensemble, voilà, ça peut être un bon déclencheur. Et tu penses que la science-fiction ou le fantastique, ça peut être une façon de poser à nouveau frais des questions sur peut-être des traumatismes de l'histoire. Enfin, là, cette espèce de mythe d'une population sous-marine issue des galères négrières, ça m'a fait penser un peu à Candyman, qui est aussi en fait une histoire de fantôme, mais une histoire de fantôme c'est un homme noir qui a été torturé. Voilà, un esclave qui a été torturé et qui revient sous forme de fantôme pour hanter ensuite. Mais il y a eu un remake là, qui est sorti récent, il n'y a pas très longtemps. C'est ça qui peut-être. Je n'ai pas vu le remake, mais ça peut-être ça reprend. Moi j'étais un petit peu déçue parce que celui d'origine était quand même beaucoup plus fort, mais après je peux peut-être aussi des fois, une fois que tout le bagage inconscient qui est déployé dans ces films. Et déplié de manière trop précise et trop dirigée, quand on sait déjà d'emblée exactement comment on va utiliser la fiction pour dire quelque chose, peut-être que ça marche un petit peu moins fortement. Mais voilà. Donc ces mythes-là, ça peut être utile, mais à condition de ne pas les déplier totalement. Je sais pas, mais moi c'est dans le cadre de ce film-là et de ce remake où j'ai été déçue parce que je trouve qu'il était trop bavard. Ouais. Voilà. Après, c'est pas un guide pour les cinéastes, hein. mais oui, que ce soit la science-fiction ou les films d'horreur, tous les Jordan Peele par exemple, sur voilà, comment réécrire l'histoire et faire de l'esclavage et du racisme un film d'horreur, moi je trouve ça extrêmement puissant et effectivement très juste. Dans un livre qui s'appelle La fiction réparatrice, j'avais commencé de manière un peu ironique mais tout à fait précise malgré tout, par comparer la théorie queer à une forme de science-fiction déjà active. Voilà, parce que dans la science-fiction, on déploie des mondes qui sont pas séparés forcément selon les sexes et qui peuvent être des sociétés selon les compétences ou voilà, d'autres formes d'activation, d'autres formes de différence. Et ça, c'est une opération qui est déjà philosophique en soi, c'est-à-dire de penser une société qui se construit à partir d'autres bases, et on trouve ça dans des textes théoriques, on trouve ça dans de la fiction. Donc voilà, encore une fois, cette séparation arbitraire entre les deux, née au 19e siècle de toute façon, qui est assez récente dans notre histoire, elle est aussi problématique parce qu'elle empêche la pensée de circuler et les récits de se croiser, qu'ils soient des récits de fiction ou des récits dits plus historiques. Et du coup, c'est quoi les leçons qu'on peut tirer des mammifères marins exactement? C'est un peu plus un exercice une sorte de yoga mental, hein. Ouais. C'est vraiment, enfin, à chaque fois, c'est voilà, respectez vos frontières, respectez vos cheveux, mettez un fin au capitalisme, refusez, laissez tomber, laissez-vous sombrer, restez noir, ralentissez. Voilà, enfin, c'est que des espèces de mantras comme ça, et ce sont des enquêtes à l'intérieur de chaque petit mot comme ça qui pourrait être très simpliste a priori, et en fait à quel point ils sont ancrés dans une profondeur théorique beaucoup plus vaste. Mais c'est plus une ambiance moi que je garde en fait de ce texte de Alexis Pauline Gumbs. Je pense qu'elle est très forte pour ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'elle viendrait plaquer comme ça, une sorte de manifeste. Justement, la forme même du texte très poétique fait qu'elle diffuse comme ça une ambiance, des idées, une nouvelle atmosphère en fait qui soit plus respirable pour tout le monde. Elle parle beaucoup de souffle commun comme projet antiraciste. Et c'est plutôt des petites choses comme ça, très sensorielles et théoriques, qu'on peut garder du texte, mais c'est pas des injonctions, des trucs et astuces comme je disais tout à l'heure. Ce sont des premiers jalons qui sont posés pour après décoller à partir de ça soi-même en tant que lecteur, lectrice ou écrivain, écrivaine par la suite. Voilà, mais c'est pas des injonctions. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit. Voilà. Texte que j'aurais voulu avoir écrit. C'est venu assez vite, après il peut y en avoir d'autres, et puis comme voilà, les livres que j'ai déjà cités, si je les avais écrits, je serais pas mécontente non plus. Hein. Ouais. Donc il n'y en a pas qu'un seul, mais c'est Lien de sang d'Octavia Butler, qui est un livre qui m'a énormément secouée en tant que lectrice.
Après, tout Octavia Butler pourrait rentrer dedans, mais c'est particulièrement celui-là parce que je pense que c'est le premier que j'ai lu d'elle, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça il est resté aussi fortement. Et puis bon, je l'ai croisé dans un tas de lectures théoriques parce qu'il est souvent mobilisé aussi en termes d'exemples. Mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit à l'époque contemporaine, qui est en couple mixte avec un homme blanc. Et elle a tout d'un coup des espèces de... Elle ressent des tremblements, des vertiges, et elle est catapultée à l'époque de l'esclavage sur une plantation... où son ancêtre a vécu sa vie. Donc elle se retrouve dans une espèce de position potentiellement de réparation et de sauvegarde de cet ancêtre pour qu'elle-même puisse exister dans le futur. Donc elle essaye de lutter pour que un certain nombre de personnes qui ont favorisé la naissance de son ancêtre restent en vie, c'est-à-dire aussi les maîtres de la plantation et les oppresseurs. Donc c'est un rapport voilà, de réparation historique et en même temps de projection de la violence de l'esclavage qui est extrêmement puissante. Parce qu'on se retrouve, enfin, comme c'est la narration, on est complètement emporté et on se figure les choses de manière beaucoup plus sensible. Et voilà, c'est une démonstration aussi de comment, qu'est-ce que la fiction peut provoquer par rapport à l'histoire, au passé, comme on parlait tout à l'heure, voilà, des archives. Et c'est notamment un texte qui est cité aussi dans Lose Your Mother de Sadie Hartman, comme exemple aussi de fabulation critique, comme elle dit, c'est-à-dire comment on arrive à défaut de voix des femmes effacées des archives, des femmes noires, on peut aussi inventer des relations et des situations qui sont plausibles et à partir de là redonner une vie et une force à ces voix et ces corps qui ont été effacés. Donc voilà, ça c'est un des exemples quand même qui est cité par elle, et je pense que c'est une lecture qui a dû être décisive également de son côté. Donc ouais, donc ça c'était quoi? C'était le livre que j'aurais voulu écrire. Voilà. Après bon bah j'aurais voulu avoir écrit ce livre. Moi je suis blanche donc j'ai pas le même rapport à l'histoire, mais c'est un vrai choc. C'est un vrai choc de lecture et ça permet aussi de se décaler par rapport à la construction qu'on a eue, voilà, comment l'histoire a été racontée quand on était petit. Moi, je revisite ça en ce moment pour un autre livre. Qu'est-ce qu'on nous a inculqué comme histoire comment on a été éduqué, construit. Et ça, c'est un livre qui vient déconstruire un certain nombre de choses. Donc voilà, le procédé de déconstruire, en tout cas, les clichés dans lesquels on a baigné, ça, c'est une opération que j'essaye de maintenir vivante au quotidien, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs, évidemment. Je ne suis pas une personne parfaite, mais en tout cas, je tends à améliorer un certain nombre de choses et à les identifier et à continuer à les identifier. Donc voilà, c'est pour ça que ce texte, effectivement, il est particulièrement important. C'est un peu un modèle pour ta pratique d'écriture. Oui, bah c'est un modèle aussi sur voilà, comment rester à cheval aussi entre la littérature et la théorie et de ne pas choisir. Enfin, c'est clairement un ouvrage de science-fiction, mais c'est un ouvrage qui parle aux historiens, aux historiennes, aux philosophes, etc. Enfin, toutes les disciplines. Et cette force d'écriture, elle n'est pas inférieure à des textes de théorie qui seraient écrits par-dessus, après ou autour d'eux. Elle participe à leur écriture. Donc cette position comme ça, pivot, oui, ça c'est un exemple précis de ce qu'il faut garder en tête. Enfin bon, selon moi, évidemment. Ça me rappelle un peu, bon ça c'est vraiment moi qui mets ma petite référence, mais Slave Play, je sais pas si t'avais vu ça, enfin c'est assez récent, c'est une pièce sur Broadway là, qui date de il y a quelques années, mais que là j'ai vu cette année. Et justement, en fait, c'est une thérapie de couple avec 3 couples mixtes, donc un noir, un blanc à chaque fois. Bon, il y a aussi un couple gay. Donc Slave Play. Faudrait faire une recherche Google parce que là, je me souviens plus de la personne qui a écrit ça. Mais du coup, oui, c'est une triple thérapie de couple sur des couples interraciaux et qui et en fait qui rejouent, qui jouent, qui font des jeux de rôle par rapport à l'esclavage, et donc ça leur permet éventuellement de faire une sorte de catharsis au sein de leur couple et de réaliser les rapports de domination et peut-être de déconstruire ça. Et c'était hyper intéressant. Et aussi sur ce rapport peut-être au passé, quoi. Et comme tu disais que... Jeremy O. Harris. Ouais. Donc Slave Play de Jeremy O. Harris.
Et qui date de... Où est-ce que c'est noté? C'est vraiment tout récent. Ouais. 2018, ouais. Et il parle de travail, processus et exorcisme. Comme 3 étapes, ouais. Je vois bien. Effectivement, ça peut être... ça a l'air super Et donc intéressant. à la fois sur ce rapport au passé colonial esclavagiste, et sur le présent d'une personne noire aujourd'hui qui sera en couple avec une personne blanche. Comment ça se passe dans ce livre-là, ce présent du couple interracial? Est-ce que c'est mis en... C'est-à-dire qu'il est pas travaillé de manière frontale, mais à un moment donné, son compagnon va pouvoir aussi faire des sauts dans le temps, et ils vont pas se retrouver au même moment, à la même époque, donc ils vont être un petit peu séparés par ces failles temporelles et par cette histoire. Donc de certaine manière, ça vient marquer la relation. Ouais. Mais c'est presque en toile de fond, ils essaient de se rejoindre, mais l'histoire les sépare aussi. Ouais. Donc il y a ce motif. Après... j'ai pas fait cette lecture-là, en fait. Il faudrait le relire avec ça en tête. C'est très intéressant ce que tu pointes. Parce que d'un côté, ce qui était intéressant aussi dans cette pièce, bon, bien sûr, c'est le cheminement de tous les personnages noirs, mais aussi donc dans ce jeu de rôle dans lequel le personnage blanc va jouer du coup un rôle d'esclavagiste, on voit en quoi ça peut être aussi extrêmement traumatisant pour un partenaire de soudain jouer ce rôle d'esclavagiste et de hyper dominateur par rapport à la personne avec qui il ou elle est en couple. Ça fait écho avec un truc... un truc... truc n'est pas le bon mot. À un travail en cours de la réalisatrice Alice Diop avec un écrivain qui s'appelle Sylvain Prudhomme. Ils ont réalisé une sorte de performance lecture cet été dans un festival qui s'appelle La Grâce. Enfin, La Grâce c'est le lieu, c'est pas le nom du festival. Le banquet de la Grâce. Et une vidéo qui est disponible sur YouTube, où c'est une enquête autour de l'Afrique fantôme de Michel Léris. Une enquête qui est proposée par Alice Diop à Sylvain Prudhomme, dont elle aime bien le travail d'écrivain. Et en fait, ils vont mener une enquête dans le livre, et puis ça se double d'une relation fictive apparemment, mais il y a un trouble, donc c'est très bien fait, de relations comme ça... interraciale, où elle vient questionner en fait la relation et dire mais en fait est-ce que tu penses que je suis noire quand on est en train de coucher ensemble, etc. Enfin il y a tout un dialogue comme ça extrêmement fort, et apparemment c'est le début d'une enquête qu'ils sont en train de développer ensemble. Donc c'est un projet aussi sur ces questions-là. Et ça m'avait beaucoup intéressé, parce que j'avais donné une conférence à Pompidou en septembre sur... c'était le Baudelaire Poetry Day, et puis j'avais travaillé sur la figure de Jeanne Duval et sur des réappropriations stratégiques chez des artistes de cette figure de Jeanne Duval, pour lui redonner de la force, et puis critiquer justement ce racisme chez Baudelaire qui est ultra présent quand on relit les poèmes, qui sont d'une grande violence et très problématiques, et que j'avais mis en parallèle avec Léris ou Breton aussi, pareil, qui ont eu des investigations africaines et des influences surréalistes, mais qui sont toujours empreintes de sexisme et de racisme, comment dans l'histoire comme ça, même s'il y a des contacts et des histoires d'amour qui peuvent se tresser, elles se font pas hors du système raciste et sexiste d'oppression. Donc, quand elles sont pas travaillées ni questionnées de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne, et quelles sont les traces qui restent dans les textes? Voilà, c'est aussi la question que Alice Diop se pose, et puis que la pièce a l'air de se poser aussi d'une certaine manière dont tu parles. Donc ça, c'est des questions qui sont super intéressantes aussi à ne pas... mettre de côté. On ne répare pas simplement en ayant une relation avec une personne racisée. Enfin, Baudelaire, c'était vraiment ça. On a l'impression que cette idée de la transgression, l'ultime transgression pour lui, c'est d'être en couple avec une personne racisée. Et c'est aussi une violence incroyable qui est faite. Donc c'est juste une transgression égotique, peut-être, mais pas réelle de la société, au contraire. Ouais, bien sûr. Moi, c'est ce que je qualifie de... le fétichisme et l'infériorisation, bien sûr. Ouais. Je qualifie, moi, de transgression normative. J'ai un projet là-dessus sur une réécriture de l'histoire de la littérature française et des marqueurs racistes et sexistes qui la construisent, et qui, aujourd'hui, amènent aussi peut-être cette espèce de violence spectaculaire et ces problématiques autour de la culture du wokisme et de la cancel culture, qui viennent aussi de cette histoire littéraire masculine problématique. Alors qu'il y a d'autres histoires qui se développent. On a juste retenu celle-là, mais il y a peut-être d'autres histoires à faire. Voilà. Oui, bien sûr. Et du coup,
Est-ce qu'en tant que blanc, c'est possible d'opérer aussi un voyage dans le temps comme celui-ci, même si ça a forcément des conséquences différentes? Il faut juste avoir, je pense, enfin, là, pour ce personnage-là, effectivement, il y a des effets sur lui qui sont assez immédiats, mais je crois que lui, il aime bien, en fait, l'époque dans laquelle il est transporté. Non pas qu'il aime... blanc dans le roman. Il se plaît, en fait, à prendre une espèce de position comme ça de... si je me souviens bien, parce que c'est possible que je fabule complètement, mais une position comme ça de réparateur en temps réel de l'histoire. Donc, il est pris aussi là-dedans, je pense, dans ce geste, qui peut être aussi... problématique. Il faut se méfier des pulsions réparatrices, peut-être. C'est-à-dire qu'il faut garder toujours une position d'humilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai écrit un Alma Matériaux, mon corpus était au départ blanc, et puis il a basculé d'une certaine manière. Je voulais pas que ce soit un mouvement forcé, donc c'est vraiment des recherches. Et puis j'ai été happée par les autrices et les artistes autour desquels j'ai circulé. Et ça a pris finalement beaucoup de place dans le livre, mais c'est retransmis dans le sens de l'enquête, c'est transparent sur la manière d'avancer, c'est pas tout le savoir que moi j'aurai et que je balancerai, c'est comment j'arrive à découvrir des choses, comment j'avance dans le texte, et toujours se surveiller aussi soi-même. Voilà, parce que quand on a une éducation... Enfin, moi, j'ai eu une éducation de droite, mes parents sont racistes, tout ça, donc il y a forcément des choses qui ont infusé. On n'est pas indemne du trajet qu'on a fait. Donc, c'est toujours essayer de garder quand même cette surveillance, et puis de jamais terminer le travail non plus, et de pas recouvrir avec sa propre voix celle des autres, et surtout pas celle des personnes sur lesquelles on travaille. Donc, c'est aussi des dispositifs d'écriture particuliers. Un texte à offrir. Ah oui, alors ça c'est... J'en ai deux aussi. Alors c'est les deux qui sont pas sur cette pile-là, parce que c'est étonnant, parce que c'est deux ouvrages qui sont très importants pour moi, mais que je n'ai pas dans ma bibliothèque, et que j'ai pu offrir. Mais ce sont des livres que j'ai lus dans des circonstances particulières, et donc qui ne m'appartenaient pas, et que je n'ai pas forcément rachetés, mais qui sont présents et importants. D'une part, il y a Palude de André Gide et Les fruits d'or de Nathalie Sarraute. C'est deux ouvrages qui vont à peu près ensemble, qui sont des mises en abîme de l'écriture. Palude de André Gide, c'est un écrivain qui est en train d'écrire un livre qui s'appelle Palude, tout le long du livre. Il explique à certains amis parfois comment le livre est en train de démarrer. L'histoire change un petit peu selon les interlocuteurs et interlocutrices face auxquels il peut se trouver. Donc c'est un texte un peu flottant qui est en train de se construire, qui pense peut-être abandonner, qu'on décourage d'écrire à certains moments et qui dit c'est un peu chiant ton truc en fait, bof, pas convaincu. Voilà, c'est tout ce qu'on dit autour d'un livre qu'on est en train d'écrire ou qui nous accompagne ou qu'on a l'envie d'écrire, et comment il vit sa vie hors de son temps d'écriture. Et puis à la fin, c'est génial parce que... à la fin, c'est génial, on dirait un thriller, c'est pas du tout un thriller. Hein. À la fin, ça se termine et puis il dit « j'écris Paul Der ». Donc il écrit un nouveau livre. Et moi j'aime beaucoup ça parce qu'en tant qu'autrice, c'est vrai qu'on passe son temps à faire ça en fait. Et le livre parfois se fabrique dans cet échange et dans la manière qu'on a de le présenter, parce que ça évolue forcément au fil du temps et ça se transforme, et c'est une matière active comme ça qui est une co-construction aussi malgré tout avec les autres. Donc je sais pas si Gide il était complètement dans cet état d'esprit non plus, parce qu'à l'époque je pense pas que c'était cette question d'écriture en commun et d'effacement de l'auteur, je pense pas que c'était présent du tout, enfin ça ne l'était pas assez clairement. Mais moi c'est comme ça que je le lis aussi aujourd'hui, et donc j'aime beaucoup ce texte, et puis très inventif, très original pour l'époque. Donc voilà, c'était une grande découverte de lecture. En plus, je l'ai lu chez des galeristes allemands qui faisaient collection d'ouvrages reliés. Donc c'était un ouvrage, une version reliée par Jean Bonnet, donc c'est un truc super beau. Et puis il avait du temps à passer. J'étais pas censée travailler sur quelque chose de particulier, donc j'ai puisé les livres dans la bibliothèque. Gide, j'ai lu Courrier-Don aussi au même moment, qui était dans la même collection, qui était aussi très important, même très cynique, mais très, très intéressant. Et puis c'était très marrant parce que ce collectionneur de livres allemand a dit il est très très beau, et en fait lui il parlait de la couverture et moi je parlais de l'intérieur du livre qui m'avait vraiment plu, mais il l'avait pas lu dans sa version française parce que je pense qu'il lit pas le français. Mais c'était très drôle ce petit moment comme ça d'enchâssement entre la couverture et l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est un exercice littéraire que j'aime beaucoup et qui dit beaucoup aussi sur la fabrique de l'écriture.
Et puis à côté, il y a Les fruits d'or de Nathalie Sarraute, qui est aussi une mise en abîme, sachant que Sarraute admirait beaucoup Palud aussi, donc c'est pas... Voilà, je force pas le trajet. Après, Gide, je pense pas qu'il y ait eu d'interaction. Mais Les fruits d'or, c'est tout le travail de la critique littéraire. Donc on est après le livre, cette fois. On n'est pas dans la fabrique, on est sur la réception. Et c'est voilà, c'est un livre qui... a priori, décourage toute critique de sa fabrication et de son écriture, parce que toutes les critiques sont déjà contenues à l'intérieur. Donc ça, c'est un geste très très fort. Nathalie Sarraute a une grande puissance de pensée. Je suis assez complètement admirative de ce qu'elle a pu fabriquer. Mais le 4e de couve, il est vraiment super. Il faudrait peut-être le trouver. Parce qu'en plus, voilà, dans le texte, il y a la 4e de couve parfaite. C'est une critique très violente du livre, en fait, mais qui est en 4e. Qui dit qu'en fait, c'est un livre médiocre, qu'il a suscité beaucoup de discussions. Avez-vous lu le dernier livre, Les fruits d'or, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un pastiche assez savoureux. Et puis, Les fruits d'or, c'est aussi une image qu'elle avait comme ça pour décrire la critique littéraire qui revenait dans l'ère du soupçon, je crois. Mais voilà, c'est quand même un geste ultra précis de Nathalie Sarraute, qui d'ailleurs, je crois, n'aimait pas trop les critiques et avait besoin d'être très très accompagnée, que ce soit par ses éditeurs ou par les interlocuteurs. Elle a recherché comme ça quand même beaucoup d'attention, alors qu'elle a malgré tout cette grande position de force quand elle écrit. On a l'impression que tout est ultra maîtrisé et décidé, mais elle était aussi fragile et vulnérable. Donc le fait d'avoir écrit un ouvrage très maîtrisé pour contrer toute possibilité de critique, je trouve ce geste particulièrement intéressant. Voilà, donc ces 2 livres en quelque sorte, je trouve qu'ils vont ensemble. Enfin, en tout cas, ils devraient être offerts en même temps. Ouais. Voilà. Et du coup, offerts à des autrices ou des auteurs, plutôt, des personnes qui écrivent. Moi, ça m'est arrivé d'offrir ces livres à des personnes qui étaient bloquées, qui n'arrivaient pas à écrire, qui n'arrivaient plus à écrire. Voilà. Et je dis pas. Non, je suis pas en train de. J'ai pas vérifié les services après-vente, mais. Enfin, après-offre. Je ne sais pas. Mais dans l'idée, moi, je trouve que ça pourrait fonctionner. Un texte dans lequel tu aimerais vivre. Oui. Alors là, pareil, c'est aussi un petit pas de côté parce que j'ai choisi Brouillon pour un dictionnaire des amandes de Monique Wittig et Sandy Zeg. Donc on peut vivre dedans. Alors c'est pratique parce que de toute façon le dictionnaire, on l'ouvre et puis on regarde à quel endroit on a envie de se placer comme ça par hasard. Donc c'est une façon de pas choisir non plus. C'est plus facile de circuler dans un dictionnaire que dans un roman peut-être. C'est-à-dire que si on vit dedans, parce que moi aussi je prends ça de manière vraiment vivre, c'est-à-dire être piégé dedans en quelque sorte. En quelque sorte. Voilà. C'est toi qui. Après c'est ouvert à l'interprétation toutes ces catégories. Enfin moi je l'ai pris comme ça. J'ai dit comment contrer le fait d'être bloqué dans un livre qui n'en contiendrait qu'un seul. C'est-à-dire lui-même. À l'intérieur du Brouillon pour un dictionnaire des amandes, il y a plein de livres, et il y a plein d'autrices et plein de figures qui sont convoquées, donc il y a potentiellement 1001 vies à vivre à l'intérieur. Donc c'était ma réponse pour pas rester piégée de manière trop problématique. Après, c'est un ouvrage qu'on peut ouvrir effectivement à n'importe quelle page et qui est super. Voilà. Après, ça marche avec des tas de gens, par exemple, je disais que j'ai une famille de droite, a priori plutôt homophobe, même s'ils ont des amis homosexuels. J'avais emmené ce livre à la campagne, je crois que c'était justement l'année dernière, pour Noël, c'était à peu près à ce moment-là. Et j'avais laissé sur la table basse, et puis mon père a commencé à lire, et en fait, il a trouvé le livre génial. Donc, je trouve que c'est justement un cheval de Troie assez efficace, parce que Monique Wittig, elle parle de la littérature comme cheval de Troie, comme opération stratégique, et en fait ça marche. Enfin, en tout cas avec celui-là ça marche bien. Ça peut aussi être un livre à offrir aux personnes homophobes que vous connaissez, c'est ça? Oui, non, enfin là c'était plutôt laisser traîner sur les tables basses. C'est ce que je fais beaucoup quand je vais chez mes parents en Normandie, c'est que je choisis des ouvrages avec des titres soit provocateurs, soit un peu particuliers, et je le pose au milieu des autres choses qui sont moins sympathiques, donc c'est un petit geste comme ça. Mais oui, je pense qu'on peut vivre sa vie dedans si on veut. Voilà, il y a des îles, il y a des fleurs, il y a des personnages. Voilà. Donc, je pense que c'est un livre un livre peut-être de chevet entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut rester là et puis qu'on peut ouvrir à n'importe quel moment. Donc, quand j'étais adolescente, j'aimais bien faire de la sorte de bibliomancie, c'est-à-dire que quand j'avais des problèmes ou des questions qui se posaient, je ouvrais un livre au hasard.
Après, moi, je faisais ça avec Paul Claudel, donc c'était un peu spécial. Ouais, c'est des réponses. Mais je ferai pas ça avec les mêmes livres aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, ça donnait des indications et je pense que ça marcherait assez bien en Mhm. fait. On peut essayer, on ouvre Ouais, n'importe on où. peut essayer. Faut poser une question d'abord ou pas forcément? Non, bon, on s'en pose toujours plein, hein. Bon, allez. Alors, herbe. Parmi les différentes variétés d'herbes que nous connaissons, l'herbe à sommeil est très appréciée par les peuples d'Amante qui pratiquent une paresse intensive. Elle donne une somnolence exquise, une béatitude, un état de bien-être. Les formes vues par les yeux se mélangent et apparaissent comme des brouillards de couleurs. Les sons s'atténuent et se prolongent avec délice. L'herbe à sommeil, c'est la conscience sans conscience. Ce Chuan, le livre de la paresse, Chine, âge de gloire. Donc voilà, c'est déjà une citation. Et c'est un bon conseil, en tout cas, actuellement. Drogue et Ralentissement. lesbianisme. Ouais, et puis de ralentissement. Oui. Ouais, aussi, moi j'entends ça. Arrêtez de travailler. Enfin, Ouais, en tout ouais, cas, c'est... ouais. arrêter certaines zones de travail, parce que ça s'arrête pas complètement, mais reprendre soin de soi aussi. Et voilà, le sommeil, la latence, il y a des choses Mhm. difficiles à récupérer. Ouais. Mm. Mais je trouve que c'est aussi un beau livre sur le soin, justement, sur le prendre soin de soi, des autres. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais fait ma propre petite sélection, celui-là, je l'avais pris pour Ah, d'accord. texte qui parle le mieux d'amour. Oui, ça marche aussi. Donc ça marche aussi. Mais il marche pour tout, c'est ça. Ouais, Hein. voilà. La plupart, de toute façon, ils répondent à toutes tes catégories, en fait. Donc, Ouais. Oui, après, voilà. c'est... Faites c'est plusieurs tout est usages. subjectif, ouais. Tous les livres ont plusieurs usages, ouais. C'est sûr. Ouais, je pense que c'est un beau livre dans lequel vivre, ou dans lequel être piégé. On passe à la carte blanche. Ah, c'est déjà la carte blanche. D'accord. Ça va Ouais, ou... ça va. Bon alors, Bah non, mais ta défile. carte blanche, ça défile, ouais, ça passe vite quand on parle de Pareil, beaux ma textes. carte blanche, il y en a deux, et puis une qui est plus carte noire, un peu. Ok, super. Voilà. Et bah, le premier, c'est un texte assez récent qui est sorti cette année, hein, de Catherine Malabou, qui s'appelle Le plaisir effacé, clitoris et pensée. Pour moi, c'est un livre important à plusieurs titres. Déjà, il est important parce que ça a été un très grand moment de lecture. Et puis, il est important parce que ça a été le démarrage de ma relation avec elle, en fait, parce qu'on est entré en contact après que j'ai lu ce livre, et puis il y a une relation d'amitié qui est très forte, qui se construit, qui est en cours, en fait, et de discussion. Donc c'est un livre qui a débordé son format et qui a suscité une vraie rencontre, en fait, derrière aussi. Donc ça, c'est un peu ma super rencontre de cette année aussi. Voilà, donc ça compte. Et puis, il y a des choses à l'intérieur aussi, évidemment, qui m'ont beaucoup intéressée. Notamment, ce qui est présent dans un autre livre d'elle qui s'appelle Changer de différence, mais que j'ai lu après celui-là. C'est le premier que j'ai lu d'elle parce que je pensais que c'était trop compliqué pour moi, en fait, à l'origine. Je savais très bien qui c'était, j'avais vu un certain nombre de livres passer, mais je n'avais jamais franchi le pas de lire. Parce que je pensais que c'était une philosophie pour laquelle il fallait avoir suivi un cursus de philosophie pour s'y attaquer. Et j'avais voilà, quelques inquiétudes sur ma capacité à le lire, à la lire. Et en fait, ça va. Catherine Malabou, c'est pas trop ardu. C'est très compliqué, mais ce livre-là est plus accessible d'une certaine manière. Et moi, m'a permis de faire le trajet après à rebours. Okay. Donc voilà, c'est juste... Donc, il faut commencer par le... Ça dépend des auteurs et des autrices, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, ça m'a ouvert la porte à son écriture. Donc voilà, donc ça a fonctionné dans ce sens-là. Mais à l'intérieur de ce livre, elle a une manière de prendre en compte aussi la notion d'essentialisme qui est vraiment très intéressante. Parce que, en fait, en philosophie, elle n'est pas aussi fixe que ce qu'on veut bien croire. Donc ça, j'avais noté une petite citation qui était dans une interview qu'elle a donnée, je crois, pour le site Lundi Matin. Donc elle dit, donc ça c'est l'interview, c'est pas le livre. Hein. En philosophie, on fait une distinction entre l'être et l'essence. S'il s'agissait simplement de déterminer la nature de l'être, on n'aurait qu'un seul mot. Le grec est beaucoup plus subtil, il montre que la nature d'une chose n'est jamais vraiment fixée une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas nécessairement dans le temps, mais elle varie logiquement. Et elle n'est pas réductible à un sujet, ou alors il faut entendre que le sujet lui-même varie. Et donc, comme essentialisme, c'est quelque chose qu'on emploie dans tous mes textes, partout, j'ai toujours employé, et c'est vrai que comme fixité comme pour remplacer le terme de biologique, en fait, d'une certaine manière. Et le fait que ce terme-là
soit en fait pas forcément employé de la bonne manière et que ça lui permette aussi à Catherine Malabou quelque part d'aller rechercher des féministes dites différentialistes comme Irigaray dont elle parle beaucoup en fait, dont elle s'appuie beaucoup sur elle, mais elle a une lecture moins violente et intransigeante que celle qu'on peut avoir habituellement. Moi, je sais que je ne suis pas du tout sensible, a priori, de toute façon, à cette mouvance différentialiste et que je suis plus du côté de Wittig, effectivement. C'est un geste intéressant par rapport à l'histoire aussi du féminisme et sur cette violence dont on peut parler, comme on parlait de Bell Hooks et puis de la violence envers les hommes, aussi la disqualification comme ça de tout contenu rétrospectivement parce que ça rentre pas dans les cases qu'on a dessinées pour soi, c'est aussi un geste qui peut être problématique. Et donc Catherine Malabou, elle propose aussi d'aller retravailler ces textes et de les réécouter, et il y a une forme de bienveillance comme ça, même s'il y a des critiques et qu'on peut les opposer. C'est un rapport à l'histoire qui est intéressant. Donc ce mouvement-là, à l'intérieur du livre, moi je l'ai trouvé très fort aussi. Et puis, c'est un exercice de pensée, justement, vraiment intéressant de se réfléchir au sexisme dans la philosophie. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme philosophe? Et de répondre d'une certaine manière, mais pas de manière directe, à la question du phallus chez Lacan, et de poser le clitoris comme concept théorique et pratique pour déployer la pensée. C'est pas un clitoris biologique non plus, tel qu'elle l'imagine. Donc c'est pas essentialisé à l'ancienne mode, mais c'est plutôt essentialisé dans la version philosophique qu'elle déploie. C'est-à-dire comme non-fixité, mais comme autre point de départ et comme impensé de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est aussi un appareil sexiste. Voilà, entre des philosophes marxistes qui ont étranglé leurs femmes ou des gros machos qui parlent de phallogocentrisme, mais qui en fait reproduisent la norme d'une certaine manière en termes de pratique et de vie. Il y a aussi des problématiques auxquelles se frotter sur ces questions de French Theory. Voilà, donc le geste de Catherine Malabou, il est très intéressant à cet endroit, sachant qu'en plus c'est une sorte de petit chapitre à part d'un livre qu'elle va sortir en janvier sur l'anarchisme. Et c'était le clitoris comme anarchisme. Et ce petit livre à part d'un grand livre assez costaud qui va sortir, c'est aussi intéressant d'avoir une espèce d'enchâssement comme ça en poupée russe avec un autre objet possible mais qui existe en même temps. Donc ça, c'était ma carte blanche, et ma carte noire. Ça, c'est un que j'ai terminé hier, en fait. Donc, voilà. C'est un livre du philosophe Frédéric Nérat, qui s'appelle L'ange noir de l'histoire, cosmos et techniques de l'afrofuturisme. C'est un tout petit livre, mais qui a des liens avec Catherine Malabou, parce qu'il cite à l'intérieur de son livre, parce que je lis toujours la bibliographie avant de lire le livre. Bon. Donc j'avais vu qu'il y avait Changer de différence de Catherine Malabou qui était cité à l'intérieur, et en fait ils se connaissent. Donc j'ai posé la question à Catherine, et puis elle m'a dit, parce que je lui dis est-ce que tu connais Frédéric Nérat? Elle me dit oui, j'aime bien, c'est quelqu'un d'intéressant, etc. Donc il y a quand même il y a un rapport entre les deux. Et puis Frédéric Nérat, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps, parce que je l'avais invité quand j'avais fait une résidence d'autrice il y a plus de 10 ans sur des questions écologiques. Et j'aime beaucoup son écriture. Après, il y a eu un dernier livre qui était La part inconstructible de la Terre, qui était très intéressante dans sa critique du géoconstructivisme, mais qui avait un problème avec cette idée de séparation. Moi, j'écrivais la fiction réparatrice, donc j'étais dans un mouvement complètement différent. Et sur la prise en compte des binarismes, on n'était pas vraiment au même endroit. Donc à la fin de la fiction réparatrice, son livre avait paru, et j'ai écrit ma conclusion en lisant son livre, en fait, parce que je voulais pas vraiment faire de conclusion, donc il s'agissait de continuer à travailler les mêmes concepts. Et puis j'étais plutôt critique, en fait, à l'égard de cet ouvrage-là. Donc quand a paru celui-là que j'ai vu arriver, enfin il vient de paraître ce mois-ci, là, ça m'a vachement intéressée, parce que ça répondait aussi à des mouvements d'écriture liés à Alma Materio, et puis des choses que j'avais convoquées qui pouvaient convoquer aussi. Donc l'espèce de parcours comme ça parallèle, où je me mets pas à la même hauteur que lui, hein. Il est philosophe, il enseigne dans le Wisconsin, je crois, ou je sais pas, enfin voilà. Et on n'est pas aux mêmes endroits au même moment, hein. Mais il y a des lignes de pensée qui sont un peu parallèles d'une certaine manière à certains moments. Et là, ça recoupait.
Donc je l'ai lu très vite, enfin, j'avais plein de piles de livres à lire, et puis je l'ai acheté et il est passé devant les autres. Donc c'est... Ouais, il parle aussi de Sadie Hartman, mais un tout petit peu, mais il est plutôt parti sur la musique, sur Sun Ra, voilà, sur des sources qui peuvent recouper avec les miennes, mais qui, quelque part, se complètent ou ne parlent pas de certaines choses dont moi j'ai parlé, mais en fait, voilà, ça permet d'écarter un petit peu la réflexion. Après, j'avais un petit passage qui était chouette. Alors, c'est toujours l'espace et le temps, à la fois, que l'afrofuturisme sollicite. Dans la citation du poème de Sun Ra, avec laquelle s'ouvre ce chapitre, alors je l'ai pas lu, il faut que je recommence en fait, donc je vais lire la citation. C'est l'âge de l'espace, l'âge au-delà de l'âge de la Terre, une nouvelle direction, au-delà de la gravitation du passé. Sun Ra, prepare for the journey. Donc c'est toujours l'espace et le temps, à la fois que l'afrofuturisme sollicite, dans la citation du poème de Sun Ra, avec laquelle s'ouvre ce chapitre. Le passé est associé à la gravitation, à laquelle l'Icare noir doit s'arracher, et dans un autre poème, This world is not my home, Sun Ra joue sur les signifiants grave, tombeau, et gravity, gravitation, faisant de l'attraction terrestre ce qui enchaîne à la mort qu'a produit, et que produit encore l'esclavage. Pourtant, nous avons vu auparavant que quitter la Terre ne signifie en aucun cas quitter le noyau de négativité qui leste l'histoire humaine, parce que l'Icare noir, avec un E, je mettrai ce terme au féminin parfois pour rappeler aussi qu'il est nécessaire de sortir de l'orbe de la gravitation patriarcale, emporte la gravité avec elle où qu'elle aille. Et le futur, ce que Sun Ra sait très bien, ne sera jamais débarrassé de cette négativité originelle. Le futur n'est jamais, ne vient jamais demain, jamais n'est pas, je vais y arriver, je dis très mal aujourd'hui. Ou, autre traduction, le futur n'est jamais, jamais arrive demain, jamais n'est pas. The future is never, never comes tomorrow, never is not. Donc voilà, donc ça, c'est une petite note comme ça aussi sur ce rapport à l'histoire dont on a parlé, et puis convoquer cette histoire de l'ange noir de l'histoire en réponse à Benjamin, etc. Je trouve que voilà, il y a un mouvement vraiment très fort, et puis il nous entraîne aussi dans toute une histoire de la musique que moi je connais pas. Enfin, j'ai parlé de Drexciya tout à l'heure, il en parle aussi justement dans le livre, mais voilà, c'est une manière d'être entraîné. Il explique aussi que c'est une rencontre qu'il a faite. Est-ce que j'ai pas noté un truc là-dessus? Non, j'ai pas noté parce qu'il parle des rencontres que l'on fait quand on lit. Ah bah si, j'ai noté ça. Donc ça, c'était une petite citation qui est aussi d'une interview dans la revue Diacritique. Donc ça, c'est Frédéric Neyrat qui parle. On pourrait dire qu'il y a deux manières pour ce qui est alien de nous changer. L'une se fait par intrusion, forçage, et c'est le film d'horreur. L'épidémie de zombies ou la réalité du Covid-19 qui nous transforme en objets encore malades, en patients soumis à la médecine. L'autre se fait par rencontre, par une forme d'expérience qui, si elle n'est certes pas capable de maîtriser ce qui lui arrive, concerne néanmoins non pas un objet mais un sujet. Un quelqu'un à qui il arrive quelque chose d'intense, d'imprévu. Alors, je peux dire qu'il m'est arrivé de faire l'expérience, sensible et intellectuelle, d'une constellation sonore, signifiante, visuelle, qui porte le nom d'afrofuturisme. Donc ça, je trouve que comme ça, on clôt avec la constellation du départ. Aussi, j'aimais bien cette idée d'avoir le même mot-clé. Et cette question, voilà, de la rencontre avec un objet ou avec un monde, moi, ça me parlait énormément aussi sur la manière dont j'ai ouvert mon texte. On est tous les deux personnes blanches qui ont ouvert vers un corpus noir et qui ont essayé Enfin, il essaye aussi de ne pas recouvrir non plus de sa voix les objets qu'il traverse et qu'il met en lumière. Donc cette position-là, elle me semblait intéressante. Et puis voilà, cette question de l'alien aussi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a quelques jours de John Sayles, qui est vieux, qui sort en 1984, The Brother from Another Planet, où c'est un alien noir en fait qui arrive sur Terre. Et puis ce film, je l'avais lu parce qu'il est cité dans le livre de Bell Hooks, La volonté de changer, où elle explique qu'elle avait des rencontres avec des étudiants afro-américains sur la masculinité patriarcale et la masculinité féministe, et leur demander dans la culture populaire, au cinéma, est-ce que vous avez des exemples de masculinité féministe? Et en fait, il dit, bon, bah, tout ce qu'ils ont réussi à me sortir, c'est un vieux film de John Sayles, The Brother from Another Planet, donc je me suis dit, bah, je vais aller regarder, parce que j'aime beaucoup John Sayles, et j'avais vu pas mal de films, mais pas celui-là, et il est assez barré, effectivement. Et donc, voilà, c'était une manière aussi de connecter, de rester dans le trajet de lecture avec Bell Hooks, et puis quand j'ai lu Frédéric Neyrat, j'ai pensé aussi à ce film-là, sur la question de l'alien. Et voilà, donc je pense que ça correspond, ça pourrait être dans son corpus d'ailleurs. Donc,
Et donc c'est une masculinité alien et racisée, c'est ça, dans le film? Oui. Et effectivement, il comprend pas comment un grand nombre de choses fonctionnent sur Terre. Il est en décalage, il est dans le soin. Enfin, il a la capacité le pouvoir de soigner ou de résorber les blessures. Voilà, enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez... Effectivement, il n'a aucun trait masculin, si ce n'est qu'il est quand même complètement scotché sur les magazines et porno ou les affichages de films dans la rue qu'il peut croiser. Donc là, il y a le male gaze, par contre, un peu bizarre. Donc John Sayles aurait pu se passer, je pense, de ça, mais voilà, il y a le choc sur les seins des femmes dans la rue. Ça, c'est le côté un petit peu plus lourdin qui reste quand même. S'il était réalisé aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aurait pas ce passage. Et puis d'ailleurs aussi, Frédéric Nera, il parle de Alexis Pouliнгums, mais il parle de M-Archive, qui est un livre que moi je n'ai pas encore lu, et donc je vais me procurer. Donc tu vois, c'est des trajets... Il y a toujours des trajets entre les textes. Donc il parle pas de... Enfin, il parle très vite de celui sur les mammifères marins, mais c'est une ligne où on voit qu'elle a travaillé dessus, mais c'est tout. Il creuse pas trop là-dessus, et voilà, c'est aussi ces allers-retours-là qui, moi, m'intéressent et qui vont m'amener à lire l'autre livre que je n'ai pas lu d'elle. Voilà. Et donc, est-ce que les textes et les livres, c'est des espèces d'aliens qui nous permettent de changer ? En tout cas, ça permet un déplacement... Oui, ça permet un déplacement de l'axe de la pensée. Enfin, pendant le temps de la lecture, en tout cas, on est amené à endosser la vision soit de l'auteur-autrice, soit de là ou du personnage qui nous accompagne. Donc oui, c'est des exercices de distanciation. Bon, après, je dis pas que ça marche forcément à tous les coups, mais on se transforme à mesure que l'on lit. Mais oui, c'est une manière d'avancer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que la pensée progresse, que l'écriture avance. Voilà, c'est une nourriture et puis une sorte d'enquête infinie qui est infinie parce qu'elle s'arrête quand on meurt. Donc... Et c'est toujours co-construit comme dans Palude, enfin, il y a ce rapport... moi, je crois pas du tout à cette idée de l'auteur. La figure de l'auteur, c'est un truc qui m'est complètement insupportable. Et puis, quand je donne des ateliers d'écriture, justement, je fais en sorte de donner des exercices qui soient abordables, quel que soit le niveau de la personne, si on écrit ou on n'écrit pas du tout. Tout le monde est au même endroit, en fait, au même moment. Et ouais, j'essaie de casser cette idée du talent, en fait, parce que c'est quand même principalement du travail, et le talent, c'est plutôt l'acharnement, c'est cette capacité à continuer à travailler, même quand personne ne vous regarde. C'est là où se fait la différence, je pense, entre quelqu'un qui est artiste ou autrice, ou je sais pas, peu importe, mais c'est l'importance que ça prend dans la vie, et l'obligation d'une pratique pour juste respirer, en fait. Moi, je sais que si j'écris pas pendant plusieurs jours, je suis pas bien. Voilà, c'est quelque chose de nécessaire. Donc, c'est du travail, c'est un accompagnement, et c'est quelque chose qui prend toute la place dans la vie. Donc, c'est pas le talent qu'on aurait à la naissance. Ça, c'est faux. Donc, et puis, c'est pas une transmission de père à fils avec des héritiers qu'on choisit, qu'on désigne. Voilà. Et c'est d'autres formes de transmission. C'est des constellations. Voilà, des constellations, exactement. Super, merci beaucoup. Lorsqu'on trouve encore le courage de lire aujourd'hui, dans cette période trouble, abîmée, dans cette période-là, quand on lit des textes, le plus important, c'est peut-être de trouver des textes où habiter. Juste après l'enregistrement de l'épisode, on a un peu discuté avec Émilie Noteris, et on a notamment reparlé de Monique Wittig, une autrice sur laquelle elle était en train de travailler, qu'elle avait beaucoup relue, et avec qui elle était donc, en quelque sorte, en cohabitation. Moi aussi, je parle de Wittig dans un article que j'essaye un peu douloureusement de mettre en forme et qui se base sur la notion d'hétérotopie développée par Michel Foucault. Une hétérotopie, c'est un lieu autre, un ailleurs, qui fonctionne selon d'autres règles que le reste de la société. Et les textes, et certains textes, et peut-être particulièrement les textes de Monique Wittig, peuvent fonctionner comme des ailleurs, des lieux d'élaboration et d'expérimentation de règles différentes, d'autres langages, d'autres sensations, d'autres relations entre les êtres. Peut-être que les textes de Monique Wittig sont particulièrement hospitaliers, donnent particulièrement envie d'y vivre. Émilie Noteris a suggéré que c'était certainement lié à leur forme, une forme qui ménage une certaine liberté à la lectrice, au lecteur, une liberté de mouvement au sein du texte, puisque les textes de Wittig sont souvent fragmentaires ou circulaires, on peut les saisir, les lâcher, les reprendre comme on veut,
et aussi une liberté d'interprétation, puisque Wittig suggère bien davantage qu'elle n'explique. D'ailleurs, Isée, dans l'épisode 4, souhaitait elle aussi s'installer dans un texte de Wittig, dans cette sororité rêvée des guerrières. Dans cette époque difficile, dans cette époque abîmée, sans la fuir et sans naïveté, trouvez-vous, si vous le pouvez, des textes où habiter. Émilie Noteris a mentionné certaines de ses publications récentes, Alma Materio, paru en 2020 aux éditions Paraguay, ou encore La fiction réparatrice, paru en 2017 aux éditions Supernova. Mais pour vous tenir au courant de ses travaux, je vous conseille de visiter son site, emilienoteris.org. Memorial Drive de Natasha Trethewey, originellement publié en 2020 chez HarperCollins, est paru dans une traduction de Céline Leroy aux éditions de l'Olivier en 2021. Autobiographie de ma mère de Jamaica Kincaid, originellement publiée chez Vintage en 1996, est paru dans une traduction de Dominique Letellier aux éditions de l'Olivier en 2016. La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour de Bell Hooks, originellement publié en 2004 chez Simon & Schuster, est paru en 2021 aux éditions Divergence dans une traduction d'Alex Taillard. Abyss de Rivers Solomon, originellement publié en 2019 chez Saga Press, est paru en 2021 aux Forges de Vulcain dans une traduction de Francis Guévremont. Undrowned, Black Feminist Lessons from Marine Mammals d'Alexis Pauling-Gumps est paru en 2020 chez AK Press. Lien de sang d'Octavia Butler, originellement publié en 1979 chez Doubleday, est paru en 2021 au Diable Vauvert, dans une traduction de Nadine Gassier qu'il avait traduit en 2000, réactualisée par Jessica Shapiro. Palude d'André Gide a été publié en 1895 à la librairie de l'art indépendant. Les fruits d'or de Nathalie Sarraute est paru en 1963 chez Gallimard. Brouillon pour un dictionnaire des amantes de Monique Wittig et Sandy Zweig est paru chez Grasset en 1976. Le plaisir effacé, clitoris et pensées de Catherine Malabou est paru en 2020 chez Payot et Rivage, et son dernier livre Au voleur, Anarchisme et philosophie est paru aux Presses universitaires de France en 2022. L'Ange noir de l'histoire, Cosmos et techniques de l'afrofuturisme de Frédéric Néra est paru aux éditions MF en 2021. Nous avons bien sûr mentionné d'autres textes au cours de l'épisode que vous pouvez retrouver dans la description. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le Serre et dont la musique a été empruntée à John H. Cloverkind. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à le partager, à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, puisque à partir de maintenant, j'essaye de sortir un épisode toutes les 2 semaines. Et il y a des choses très intéressantes qui vont sortir toutes les 2 semaines. Je vous dis donc à bientôt, c'est-à-dire à samedi dans 2 semaines.